Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Invention historico-sociale de l'albinos. L'histoire de l'albinisme n'est pas apparue aux yeux des Occidentaux qu'à partir du siècle des Lumières. Les quelques notes s'y référant datent, pour les plus anciennes, de l'Antiquité. Puis, ce n'est qu'avec le début des excursions que les voyageurs commencèrent à rendre compte de leur rencontre avec ces hommes blancs vivant parmi les populations mélanodermes. En effet, l'albinisme a été découvert dans les contrées lointaines avant d'être connu en Europe, où le premier albinos européen fut rencontré à Chamonix à la fin du XVIIIe siècle. C'est par ailleurs à l'ère des excursions, au XVe siècle que le nom d'albinos est apparu dans le vocabulaire portugais, se référant à l'étymologie latine albus, signifiant blanc. Le nom d'albinos indique d'emblée la caractéristique physique principale de l'albinisme, au même titre que les pygmées portent dans leur nom, la marque exagérée de la particularité physique qui a le plus étonné les Européens, à savoir leur taille, puisque pygmée signifie une coudée en grec. L'établissement même de leur nomination traduit une construction coloniale qui n'est que le début d'une longue procession vers la création d'un être, à l'image des réflexions des savants du XVIIIe siècle, eux-mêmes se basant sur les connaissances antérieures. Cette effervescence créative en Europe, basée sur les récits des voyageurs en Afrique, aura également des incidences sur le continent africain où l'arrivée d'hommes blancs bouleversera les relations sociales des Africains noirs et albinos. La ressemblance de l'homme blanc avec l'albinos, autant que leur dissemblance, joueront de concert dans la construction sociale de la symbolique entourant l'albinos, accentuant par là même sa position ambivalente, son statut indéfinissable, entre noir et blanc. Cette ambiguïté physique sera à la base de systèmes de représentation et de systèmes symboliques qui orienteront la vie de l'albinos au sein de sa société. Partant d'une altérité uniquement biologique et génétique, son existence suscitera non seulement une altérité sociale, mais une altérité ambivalente et stigmatisée. 1. Les savants des Lumières, construction scientifique d'un albinos fabulé. 1.1 L'albinos au cœur des débats scientifiques. L'intérêt pour l'albinisme a surgi, au XVIIIe siècle, dans un contexte de profusion savante ouvert à plusieurs domaines scientifiques. Les savants se sont d'abord appuyés sur les connaissances existantes, même si celles-ci étaient très incomplètes et largement incertaines. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui vont pousser les savants à réclamer plus de témoignages de voyageurs et de descriptions, lorsque les explorations du monde se multiplieront. Le plus ancien écrit à leur sujet date donc de l'Antiquité. Pline l'Ancien les nomma les Leucoaéthiops, Éthiopiens blancs en grec, et les situa à l'intérieur de l'Afrique, du côté du Midi, au-dessus des Gétules, après avoir traversé les déserts. Des propos aussi imprécis se retrouvent également chez Pomponius Mela, Agatmenos et Ptolémée. Ce dernier fut le seul à les situer sur la côte ouest de l'Afrique, vers le mont Rissadius, à l'actuel Congo, anciennement appelé Éthiopie, ce qui a pu être source d'une grande confusion. Cependant, une description précise de ces supposés albinos fait défaut, et aucune mention ne fait état de cheveux blancs ni de faiblesse oculaire. Ces rapports peuvent soit décrire des albinos soit des Africains à la peau relativement claire, cela n'a toujours pas pu être confirmé. Puis, Héliodore prend comme héroïne de son œuvre une Africaine blanche qui sera la première de la littérature comme de l'histoire. Après une longue période de silence, les albinos apparaissent dans des récits non européens. Ainsi, au XIIIe siècle, Abdel Latif fait également la description de ce phénomène. Parmi les merveilles de la nature, une des plus extraordinaires est la suivante. Un autre enfant que j'ai de mes propres yeux vu, est né avec des cheveux blancs qui ne rappelaient pas tant la blancheur d'un vieillard chenu que dans une certaine mesure celle d'une chevelure roux pâle. Nous avons là la première description un peu plus détaillée de l'époque, et ce savoir toujours incomplet fera loi jusqu'à la Renaissance. On trouvera au XVIe siècle un article de Jean Baudin rassemblant ces connaissances, puis, un siècle plus tard, Isaac Vossius publiera un ouvrage qui fera un tour complet de ces savoirs, mentionnant le royaume du Laongo, actuel Congo, leur blancheur cadavérique, semblable à la lèpre des malades, ou leurs yeux verdâtres. Ces notions exagérées seront les bases des descriptions qui se multiplieront au XVIIe siècle, et qui donneront à leur tour les bases des réflexions des auteurs du XVIIIe. Les savants, faute de pouvoir voyager, se servent des données récoltées par les voyageurs pour nourrir leurs réflexions théoriques.
La pensée scientifique du XVIIIe siècle, alliant théorie et expérience, émerge grâce au bouleversement provoqué par l'émergence de la pensée cartésienne, édifiant un monde empirique à la portée de la connaissance humaine. Le monde n'est plus uniquement le fruit de l'intervention divine insaisissable à l'homme, mais est un mécanisme que l'on peut étudier. De fait, à la fin du XVIIe siècle, cette idée est transposée à toutes les recherches dont celles portant sur la nature humaine. L'humain est désormais considéré comme une grande machine régie par la main de Dieu, mais que l'homme est désormais apte à comprendre. Les études du corps humain portent essentiellement sur le développement du fœtus dans le corps maternel. Deux théories principales donnaient l'explication de ce phénomène. L'une préconisait un système de gènes préexistants, l'autre un système de jonction de deux gènes venant chacun d'un parent. Les savants ont donc cherché à invalider ces théories en accumulant des objets d'étude, mais surtout des sujets d'étude dont le caractère exceptionnel heurtait les aspirations théoriques universelles. Les monstres humains et animaux ont été les sujets de prédilection de ce genre de recherche puisqu'ils remettaient en question les théories développées. L'explication la moins scientifique est pourtant celle qui perdurera le plus à travers les siècles et les continents. Elle trouve son origine avec Ambroise Paré, en 1573, qui explique certaines naissances extraordinaires par l'imagination maternelle. Cette idée est reprise au XVIIIe et adaptée aux naissances monstrueuses. Les sentiments éprouvés par la mère à la vue d'un objet ou d'une personne, désirs non assouvis, frayeur, se reflèteront sur le physique de l'enfant. Ainsi, si d'un couple noir naît un enfant blanc, c'est parce que la mère a vu pendant la gestation un homme ou un objet blanc qui l'a perturbé. Cette conception d'unité de lien entre la mère et l'enfant était largement répandue dans le monde. La légende tzigane, interprétée par le groupe espagnol Mecano, conte de quelle manière la lune accepte de réaliser le souhait d'une femme en échange de son premier enfant. L'affection que lui porte la lune et l'indifférence de la mère engendre la naissance d'un enfant albinos portant la couleur pâle de la lune. L'émotion maternelle paraît être un élément essentiel de la formation de l'enfant en son sein. Sur le continent africain, la naissance d'un albinos pouvait être expliquée par le désir éprouvé par la femme à la vue d'un homme blanc. De même, à la vision ou au contact d'un albinos, une femme enceinte se devait de cracher de risque d'accoucher également d'un albinos, expiant de la sorte l'élément contagieux imprégné dans la salive. Le lien entre mère et enfant est dans ce cas mis en exergue, insistant sur l'unité des deux corps et sur la potentialité contagieuse des émotions ressenties par la mère. C'est également la notion même de contagiosité de l'albinos qui ressort. Les savants ont peu à peu découvert que l'albinisme possédait une caractéristique qui le différenciait des naissances monstrueuses. Alors que le premier était héréditaire, les seconds étaient accidentels. En effet, au fil des récits de voyage, l'on découvrait qu'une femme pouvait avoir des enfants blancs et d'autres noirs. Il existait donc une hérédité discontinue chez les albinos, plus fréquemment nommés nègres blancs à cette époque, qui éveillait les curiosités des savants. Ainsi, l'Occident reçut et examina quelques individus albinos ramenés des pays visités par les voyageurs et examinés dans les académies. La sommaire connaissance du nègre blanc ne permettait toujours pas de le classer dans une catégorie précise. Les nègres blancs étaient également insérés dans les recherches de tératologie. À partir des années 30 du XVIIIe siècle, les préoccupations des savants délaissèrent quelque peu la génétique du fœtus pour s'intéresser à une nouvelle dimension, abordant l'étiologie des phénotypes humains. En effet, la couleur de peau de ces nègres blancs, plus claire que celle des Européens bien que vivant dans des zones chaudes et ensoleillées, ne manqua pas d'éveiller des questionnements d'une toute autre ampleur. Les savants, interpellés par la présence de ces hommes exclusivement, le pensait-on alors, dans les territoires exotiques, hors d'Europe, en Afrique, Amérique du Sud et aux Indes orientales, commencèrent à penser l'albinisme comme la preuve de l'originelle couleur blanche de l'espèce humaine. En tentant d'apporter des explications à l'existence de grandes nuances de couleurs chez les peuples, l'albinos apparaissait à la fois comme un contre-exemple et comme la preuve de la primauté de la couleur blanche. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que cette variation de la nature ne se trouve que du noir au blanc et non pas du blanc au noir, c'est-à-dire dans toutes les races d'hommes qui sont le plus éloignées du blanc, et il n'arrive jamais chez les blancs que naissent des individus noirs. Une autre singularité,
c'est que tous ces peuples des Indes orientales, de l'Afrique et de l'Amérique, chez lesquels on trouve ces hommes blancs, sont tous sous la même latitude. Le blanc paroît donc être la couleur primitive de la nature, que le climat, la nourriture et les mœurs altèrent et changent même jusqu'au jaune, au brun ou au noir, et qui reparoît dans de certaines circonstances, mais avec une si grande altération qu'il ne ressemble point au blanc primitif qui en effet a été dénaturé par les causes que nous venons d'indiquer. 25. Buffon développa une théorie climatique pour expliquer la couleur de l'épiderme et résout grâce à elle, à la fois le problème des albinos, qui sont alors pour lui des nègres dégénérés de leur race, accidentelle, et la preuve vivante que la couleur blanche est la couleur primitive de l'espèce humaine. Ce serait alors l'instabilité de la couleur noire qui ferait réapparaître occasionnellement la couleur originelle blanche. Les nuances de teinte s'expliquent alors par les variations climatiques, ensoleillement, vent, température, altitude, etc. Mais cette théorie climatique sera vivement critiquée car son universalité ne semble pas démontrée. Comment serait-il alors possible que les couples blancs donnent naissance à des enfants blancs dans les zones arides, et que les couples noirs donnent naissance à des enfants noirs dans les zones tempérées? Parallèlement, de nombreuses interprétations verront le jour, au sein desquelles les albinos continueront de jouer leur rôle de contre-exemple. Les albinos seraient les maudits qui vivent dans le pays de Cham, répudié par son père Noé. Dans la tradition judéo-chrétienne, la malédiction de Cham a servi à justifier la suprématie des Blancs et l'infériorité des Noirs. Les albinos deviennent alors les Blancs maudits dans le pays des Noirs. Ce seraient ensuite les variations du climat qui auraient modulé les couleurs des hommes. Ce sera aussi de l'ordre de la création de Dieu, puissance divine illimitée, ayant pour preuve la diversité humaine, puis l'origine congénitale, la couleur noire existant d'ores et déjà dans le sperme des Noirs, en passant enfin par une période de recherche chimique pour localiser la couleur noire dans l'épiderme des individus mélanodermes. L'individu albinos aura ainsi, contre son gré, contribué à l'instauration de diverses recherches et débats autour de l'origine de l'espèce humaine, sans pouvoir y trouver sa place. De plus, toutes ces recherches scientifiques durent être basées sur des récits de voyage, sans doute autant fabulés que fidèlement transcrits. Un jeune albinos et son frère au Congo. L'hérédité irrégulière a inséré l'albinisme dans des recherches sur la formation des fœtus et sur l'origine des couleurs des hommes. Extrait de Monestier-Martin, Les poils, Histoire et bizarreries, Paris, Le Cherche-Midi, 2002, page 196. 1.2 Entre mythe et réalité. Les liens entre académie et voyageurs se tissaient de plus en plus étroitement, puisque les uns ne pouvaient travailler sans les autres. C'est à partir du XVIIe siècle que les voyages et les rapports se multiplient, ayant pour corollaire la multiplication des témoignages sur ces nègres blancs, écrits subjectifs, empreints de la mentalité eurocentriste de l'époque et de l'étonnement que le phénomène inconnu produit à la vue de ces explorateurs. En effet, cette rareté si frappante à la vue est une curiosité mystérieuse, incompréhensible et incroyable pour les Européens. Tous ces témoignages sont des tentatives d'explication où l'imagination a une place prépondérante. En Afrique, il est régulièrement fait mention d'albinos vivant à la cour du roi. La plupart des auteurs évoquent le royaume du Laongo, mais également le Niger, la Guinée, l'Afrique orientale ou Madagascar. La première grande fabulation fut prodiguée par Isaac Vossius, affirmant que dans le milieu de la Guinée, l'on y trouve une nation entière de ces morts blancs. Cette idée de nation blanche au milieu de l'Afrique se poursuivra durant plus d'un siècle encore. Isaac Vossius introduit également l'explication par la maladie de la lèpre. Ce serait une nation de malades, les nègres blancs sont d'ailleurs décrits avec un champ sémantique de la maladie, fade, corps mort, mourant, contagieux, livide, pâle, lépreux, etc. 30. Ces termes seront fréquemment repris par les savants, commençant à faire endosser aux albinos l'habit fantomatique qui les fera passer pour tels jusqu'à aujourd'hui. La place de l'albinos près du roi intrigua également les explorateurs. Il est souvent dit qu'ils sont placés près du roi, que celui-ci en utilise la puissance qu'il recèle en eux, et qui plus est, qu'il existait des lieux où les albinos étaient regroupés et enfermés dans l'attente d'un sacrifice futur, principalement durant l'empire de Ségou au Mali. Apparaît également la fable selon laquelle l'albinos ne voit bien que la nuit. Certes, la forte luminosité solaire éblouit son œil non protégé par la mélanine,
une lumière plus douce permet donc une plus grande aisance visuelle. Les explorateurs ont donné une toute autre allure à ce problème ophtalmique, agrémentant leurs écrits pour y mettre à jour une lutte sociale dichotomique entre albinos et non-albinos ainsi qu'entre le jour et la nuit. Isaac Vossius est encore l'instigateur de ces exagérations qui seront reprises pendant plus d'un siècle par les savants. Il y a une chose merveilleuse en ces Éthiopiens blancs, c'est qu'ils y voient fort peu le jour et on la vue est fort bonne la nuit, principalement au clair de la lune. C'est pourquoi il est mort et les Éthiopiens leurs ennemis les attaquent le jour quand le soleil est fort haut. Esperluette venge la nuit les ignures qu'ils ont reçues le jour, Esperluette agresse dans ce temps les Éthiopiens dont ils ont bon marché. Voltaire nous confirmera cette exagération, cette déformation des écrits et surtout, le fait que tous ces témoignages se fondent sur un nombre restreint d'ouvrages de référence véhiculés entre les savants. Mais ils ne peuvent soutenir la lumière du soleil, ils ne voient bien que dans le crépuscule. La nature les destinait peut-être à habiter les cavernes, ils ont d'ailleurs les oreilles plus longues et plus étroites que nous. Bien que cette fable n'ait pas créé un nouveau stéréotype d'un albinos, homme des cavernes aux oreilles pointues, lui attribuer une vie nocturne lui a valu le nom d'Homo nocturnus ou d'enfant de la lune en Amérique du Sud. Les savants en font des monstres, des hybrides, des malades ou des animaux. Les albinos ont aussi été confondus avec les nains, les pygmées, les troglodytes, créant ainsi un mythe de la petite taille des albinos. Dans la grande généralité, l'incompréhension et les confusions ont fait d'eux, pour une longue durée, une espèce intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme. Cette conception du nègre blanc a ses origines dans les Indes orientales. Les rapports effectués des Indes orientales sont l'exemple le plus explicite de la création de la figure de l'albinos. En effet, selon différents voyageurs du XVIIe siècle rapportant des descriptions des peuples de l'île de Ceylan, les Bedas peuvent retenir notre attention. Ceux-ci furent d'abord supposés être un peuple sauvage 37 vivant dans les tréfonds des forêts, puis descendants d'Européens. Enfin, ces forêts sont apparues comme contenant une grande quantité et variété de singes dont certains auraient le corps et le visage blancs. Au XVIIIe siècle, Buffon incorpore uniquement la première version et considère d'emblée ce peuple peu nombreux comme blanc, sans doute descendant de quelques Européens ayant fait naufrage et qui se seraient repliés dans la forêt pour ne pas être victimes des autochtones. Les Bedas seront également repris par plusieurs auteurs s'intéressant aux albinos, les faisant définitivement passer pour un peuple blanc au milieu d'une contrée à climat chaud. La confusion entre singes blancs, hommes sauvages et Bedas qui habitent tous les forêts proviendrait également du fait que dans l'île de Ceylan, Ourengaoutang signifie homme sauvage. Ces exemples mettent en évidence la diffusion de l'information des voyageurs à la communauté savante, et entre les savants même du siècle des Lumières. Les descriptions de l'époque étaient trop imprécises, souvent romancées, et tous les écrits n'étaient pas lus par les savants qui se basaient fidèlement sur leur lecture, même sommaire, admettant pour réel un fait à caractère imaginaire. Mais sur quels critères viables un savant pouvait-il s'appuyer pour être certain de la véracité des faits décrits ? Il pouvait être aisé d'interpréter des nuances de couleur de peau, dans un langage écrit qui n'était pas si pointilleux. Ces multiples créations, inventions et modélisations de l'albinos en Occident étaient donc basées sur une réalité fictive et subjective d'une Afrique fantasmée comme la terre de tous les possibles. La population albinos offre une particularité inconnue aux voyageurs occidentaux, ce qui laisse libre cours à leurs fantasmes. Il faudra attendre la dernière décennie du XVIIIe siècle, pour que soit reconnue l'humanité de l'albinos et pour que soit admis le fait que l'albinisme ne se limitait ni aux Noirs, ni à l'homme. Ces exagérations ont ainsi servi la création de nouveaux stéréotypes et préjugés qui feront loi jusqu'à notre siècle, même si le XIXe siècle amène l'albinisme sur les rails de la science, qui s'est elle-même alimentée de l'albinisme pour résoudre des énigmes plus générales, fécondation, gestation, phénotype, hérédité, tératologie etc., au détriment des fabulations du siècle précédent. V. Meunier résume parfaitement cette transition d'un siècle à l'autre, où la science du XIXe siècle veut dominer et anéantir l'imagination du XVIIIe siècle. Appelée à donner une description de l'albinos, la science actuelle sera sans doute moins miraculeuse que la philosophie dont nous invoquions tout à l'heure les Lumières, mais en échange, elle acquérera en précision et en exactitude autant qu'elle perdra en merveilleux. 2. Construction sociale de l'albinos en Afrique.
2.1 Renversements historiques des croyances. Pour les Occidentaux comme pour les Africains, la blancheur de l'albinos a toujours été mise en comparaison à celle des Européens. Pour les premiers, elle a posé la question de l'origine des couleurs tandis que pour les seconds, elle a bouleversé les croyances et les représentations que la population avait vis-à-vis de lui. L'albinos en Afrique, déjà à la période précoloniale, était un individu dont on reconnaissait une origine humaine en même temps qu'on lui attribuait une part surnaturelle. Il était inclassable dans le large groupe des hommes africains. Dans la cosmogonie d'Ogon, l'albinos serait un fils maudit, fruit d'une relation incestueuse, fils de Yassigi, sœur jumelle du renard, enfant de la terre-mère, tous les deux coupables d'inceste. Fruit d'une divinité, il contiendrait de façon inhérente une forte puissance qui lui conférerait un pouvoir médiateur entre le céleste et le terrestre ainsi qu'expiateur des désordres antérieurs. Fruit d'une transgression, il est une puissance dangereuse. L'ambivalence se retrouve d'ores et déjà dans cette mythologie entre une partie divine, à connotation positive, et une autre, fruit d'une transgression, à connotation négative. Les sacrifices d'albinos en substitut au roi seraient ainsi un mal nécessaire, servant d'expiateur des malheurs, rétablissant l'ordre du cosmos et préservant ainsi la société entière, y compris et surtout le roi en personne, porteur en lui de l'ordre social. L'albinos serait donc une figure collective, contrainte de sacrifier sa propre individualité pour les bienfaits de la société. Craint, il n'était pas moins utilisé par la société durant des périodes périlleuses. La libération de ses pouvoirs servait à communiquer avec le monde surnaturel et à rétablir l'ordre cosmologique menacé. Les écrits du siècle des Lumières concordent assez avec ceux de Luc de Heusch ou de Germaine d'Itterlen, bien que ces explications ne concernent que les Dogons et les Bambara du Mali et doivent être utilisées avec parcimonie. L'albinos était souvent placé près du roi, apportant son avis lors de décisions importantes concernant toute la société. L'élaboration d'une cosmogonie telle que l'ont faite ces deux auteurs induit une part constructive et créatrice qui nous fait prendre ces écrits avec précaution. L'essentiel sera de saisir l'atmosphère sociale générale vis-à-vis de l'albinos plutôt que de s'appuyer sur les détails. Nous savons ainsi que l'albinos était craint de tous, avait un statut particulier et était au service de la société par l'intermédiaire du roi. Son être connaissait déjà une forte ambivalence qui se concrétisait lors de l'utilisation de ses pouvoirs pour la collectivité à titre bénéfique, et durant la vie quotidienne, à travers la crainte ou les sobriquets négatifs de la population vis-à-vis de lui. En même temps plus qu'humain et moins qu'humain, l'albinos avait déjà une identité dichotome entre le terrestre et le céleste et celle-ci passa à une identité tripartite avec l'arrivée des Européens sur le sol africain. Identité tripartite, parce qu'à partir de cette rencontre, l'albinos est partagé entre être humain, esprit et homme blanc. Les Africains, tout comme les Européens, ne savent pas dans quelle catégorie l'albinos peut être classé, et le rapprochement qui peut à présent être fait entre hommes blancs d'Afrique et d'Europe va bouleverser les systèmes symboliques entourant l'albinos dans les sociétés africaines. Les récits de voyageurs ou les études concernant l'individu albinos manquent cruellement à partir du XIXe siècle. Bien que ce revirement puisse paraître étrange, de profusion à désertion d'écrits d'un siècle à l'autre, il s'explique par le souci de classification assouvi pendant la dernière décennie du XVIIIe siècle. L'albinisme a été connu, bien que son origine soit restée mystérieuse, classé parmi les maladies héréditaires touchant homme, animal et végétal enfin, l'humanité de l'albinos a été déterminée. Les savants avaient donc fait le tour de leurs connaissances à ce propos. Par contre, le terme de nègre blanc ne disparaîtra pas mais connaîtra un changement radical dans sa signification et son utilisation. Ce sujet restera dans l'ombre jusqu'au milieu du XXe siècle où la médecine commencera à étudier le phénomène. Les technologies du XIXe siècle ne permettaient pas l'étude de la génétique. Jusqu'à aujourd'hui, peu d'études anthropologiques sont menées sur le thème des albinos, la majorité étant de l'ordre de la médecine. Nous connaissons par conséquent mal de quelle façon s'est produit ce revirement, mais il semble que les albinos, par le passé estimé, soient au XIXe et XXe siècle victimes du plus grand mépris, parfois victimes d'infanticide ou de sacrifices. Leur présence au sein de la population est mal acceptée. Elle est la marque d'une malédiction divine ou d'un mauvais présage qui n'implique pas seulement le nouveau-né,
mais également sa famille, essentiellement la mère et toute la communauté. Dans certains lieux, cette naissance est au contraire la marque d'un don céleste, promettant protection et prospérité à la famille et à la société. L'individu albinos est ainsi projeté à une échelle sociale, ayant par là un caractère collectif imposé dès sa venue au monde et dont il sera difficile de se défaire. Sa naissance accable la société d'une peur du châtiment, d'une honte d'avoir en son sein un individu ne correspondant ni aux critères de beauté, ni aux critères culturels. L'infanticide semble avoir été le plus fréquemment pratiqué jusqu'à la moitié du XXe siècle, moment où les législations pénales quant à l'infanticide commencent à se durcir. Victor Turner, dans son étude sur le phénomène rituel, explique deux façons de réagir socialement à une naissance anormale. S'y accommoder en l'intégrant à la vie sociale en le rendant compatible avec celle-ci, ou renier ce fait biologique en pratiquant l'infanticide. La première solution peut être appliquée pour la situation antérieure au XVIIIe siècle, mais également pour certaines situations actuelles où un rituel est pratiqué à la naissance, permettant ainsi le contrôle des puissances de l'enfant. Cependant, cette solution est peu valide pour le cas de l'albinos, car il était difficilement intégrable à la société. Sa différence physique frappante, l'ascendance historico-culturelle transmise par la socialisation et l'ambivalence qui lui est inhérente, ne lui permettent pas d'être considéré comme normal, alors qu'il est si visiblement anormal. La deuxième solution pourrait convenir à cette période historique, mais la rareté des informations et des études ne permettent guère de l'affirmer avec certitude. Pourtant, cela pourrait expliquer partiellement les rares cas rencontrés à cette époque, mais aussi l'absence d'informations dans les livres ou les rapports ainsi que la grande proportion de jeunes albinos répertoriés dans les associations aujourd'hui. Le contraste entre la quasi-invisibilité des albinos par le passé et leur nombre croissant dans les associations aujourd'hui amène à des questionnements sur la fréquence de ces naissances par le passé. Étaient-ils moins nombreux, plus cachés aux yeux de la population ou plus fréquemment victimes d'infanticide ? Cependant, Victor Turner n'a pas évoqué d'autres possibilités de réaction face à ce phénomène que serait la marginalisation de l'individu, ou son acceptation dans la société. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la marginalisation est la plus largement pratiquée sur le territoire africain. Faute de pouvoir l'intégrer à la société ou éviter un tel événement, l'albinos est marginalisé, mis à distance du groupe social dans lequel il évolue, au niveau scolaire, matrimonial, professionnel, victime de moqueries et de stigmatisation sociale. Pour être accepté dans la société, il serait nécessaire que les croyances qui l'entourent disparaissent afin de ne laisser qu'un stigmate physiologique et non pas social, culturel et psychologique. Les associations d'aujourd'hui travaillent à l'intégration de l'individu albinos, en y parvenant pour l'instant que partiellement, l'ancrage culturel étant profondément acquis. 2.2 Rapprochement distinctif entre albinos africains et européens. La nouvelle cohabitation avec les Européens a introduit divers autres éléments, soigneusement acquis au fil du temps et des expériences sociales vécues en Afrique. Ainsi qu'il a été mentionné, l'identité socialement attribuée à l'albinos est alors majorée d'une part de ressemblance à l'homme blanc sans pour autant qu'il soit considéré comme l'un des leurs. L'albinos n'est ni blanc ni noir, ni dieu ni animal. Il est toujours en porte-à-faux avec toutes les catégories. Il est noir mais pas noir, il est blanc mais pas blanc. Dans une logique binaire de couleurs, noir et blanc, et dans un contexte social colonial dichotomique, colonisé, colonisateur et dominé, dominant, l'albinos est une figure socialement significative. Parfois assimilé au blanc, il est également méprisé pour sa prétention de se croire blanc. Pourtant, l'albinos ne se rapproche pas au moins par l'idéologie à l'occidental, c'est la population africaine qui le définit comme tel, mais ce n'est pas la définition que l'albinos a de sa personne. Cette nouvelle ambiguïté se note essentiellement dans les appellations qui lui sont attribuées en Afrique aujourd'hui. Certaines insistent sur la non-appartenance, telles que Guingrou, ni noir ni blanc, dénomination camerounaise en langue BE accent aigu TI. L'albinos est ainsi défini par la négation et l'exclusion de l'une ou de l'autre catégorie. D'autres différencient le blanc africain du blanc européen, tels que Mbunzu Gozo, blanc mangeur de manioc. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.